Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors cette fois-ci, c'est la fin. C'est vraiment fini. Ça se finit comme ça. Une histoire d'amour, par la mort parfois. Et nous voici alors comme Ronsard, dans ses amours, devant le tombeau de Marie, la belle Angevine, éprouvant la plus douloureuse des inversions, celle de la mélancolie. Maintenant tu es vive, et je suis mort d'ennui. Malheureux qui se fie en l'attente d'autrui, 3 amis m'ont déçu, toi, l'amour et le monde. Mais quand l'on est déçu par un être aimé au vif, on ne saura jamais quoi en dire. Sinon qu'on a vu s'exiler le vaisseau fantôme dont parle Roland Barthes dans ses fragments d'un discours amoureux, celui qui s'évanouit comme un vaisseau spatial qui cesse de clignoter, écrit-il. Une sorte d'innocence masque cette errance, la fin de cette chose conçue, affirmée, vécue selon l'éternité. Mais lorsque l'être aimé cesse de résonner comme un vacarme, dit-il, on ne peut le raconter. Je ne suis moi-même sujet énamouré, que je ne peux moi-même, sujet énamouré, construire jusqu'au bout mon histoire d'amour, je ne suis le poète, le récitant, que pour le commencement. Il y aurait donc une raison supplémentaire, propre à l'objet du cours de cette année, à ce que, aujourd'hui encore, je ne sache pas finir. Je pourrais m'en tirer en vous assurant que ce n'est jamais tout à fait terminé, quand sonne la fin de la 12e heure. Ce cours, vous le savez, sera suivi d'un séminaire que je co-organise avec François Foronda sur les littératures du réveil pour une histoire de la conscience politique. On y suivra les prolongements politiques des motifs amoureux dont je parle depuis le mois de janvier, et notamment à partir d'une réflexion sur le songe politique et surtout sur la manière dont se dissipent au réveil, si du moins on consent à se réveiller, ces illusions. C'est ainsi que j'avais introduit l'articulation entre le cours et le séminaire lors de la première leçon, et nous y reviendrons le mardi 23 avril à propos d'Alain Chartier, sans doute l'un des plus prolifiques, l'un des plus inventifs des penseurs politiques de la fin du Moyen-Âge, et l'homme du passage entre le rêve amoureux et le rêve politique. Dans son débat de réveil matin, il nous apprend, vous vous en souvenez peut-être, à garder la puce à l'oreille. Telle sera donc la première d'un cycle de 5 séances, du 23 avril au 5 juin, dont le programme est désormais en ligne. Je vous signale également, toujours en lien avec cet enseignement, la conférence de la professeure Daisy Delogou, qui aura lieu le mardi 7 mai, et qui traitera d'une autre équivoque des politiques de l'amour, celle de la figure du cerf, qui nous a servi donc au pouvoir de l'amour et qui est moins un statut qu'une condition d'incertitude. Sans doute est-ce aussi une manière de poser à rebours une des questions qui inquiètent notre modernité, celle de la liberté émotionnelle et de l'incertitude affective dans laquelle nous plonge l'idéal de liberté sexuelle, un idéal qui vient conforter le capitalisme des technologies consuméristes du choix amoureux, disons, pour aller vite, l'amour au temps de Tinder, même si apparemment, d'après les dernières études, on en revient. Or, dans un livre paru en 2019, sous le titre « Les nouvelles lois de l'amour », Marie Bergstrom a montré que le développement des rencontres numériques prolonge un mouvement entamé depuis la seconde moitié du XXe siècle de déplacement de la géographie amoureuse vers des lieux qui sont strictement privatifs, hors de ce système social traditionnel où l'on fait la cour au vu et au su des autres groupes d'âge ou bandes d'amis. Et cet isolement a plutôt tendance à aggraver la pression de tous les préjugés sociaux et évidemment les préjugés de genre. Dès lors, comment finir une histoire d'amour
comment même avoir envie de la commencer. Eva Illouz s'est faite la sociologue de cette sociabilité négative dans La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain, livre paru en 2020, et qui traite de tous les évitements qui permettent de ne pas tomber amoureux. On échappe ainsi à ce que Niklas Luhmann appelait la certitude normative, mais on perd avec elle d'autres assurances procédurales, évaluatives, existentielles, voire ontologiques. Entendez qu'on ne sait plus alors comment faire ce que l'on veut, ce que l'on vaut, ce que l'on fait, ce que l'on est. Traiter de l'amour en historien, et plus précisément en historien des pouvoirs, c'est tenter de reconstituer les cadres sociaux dans lesquels toute effraction amoureuse, aussi fracassante, aussi véhémente qu'elle puisse être, trouve tout de même à se rendre intelligible et, dans une certaine mesure, prévisible. La fin de l'amour, pour Eva Illouz, c'est donc le non-amour davantage que le désamour. Or, c'est bien la possibilité du désamour des sujets pour leur roi qui hante la pensée politique de la fin du Moyen-Âge. C'est, au fond, ce que l'on doit retenir, me semble-t-il, de la séance de la semaine dernière. Nous avons cherché à donner une certaine consistance, d'abord doctrinale, puis pragmatique, à cette certitude assénée par l'historiographie de la fin du XXe siècle, qui consiste à faire de l'amour du roi le ressort secret de la grande machinerie de la construction de l'État. Il y aurait même là une exception française, plongeant dans la profondeur du peuple, assurait Bernard Guenet, singularité mystérieuse, renchérissait Pierre Nora, et toutes et tous ne se faisaient là, les historiennes et les historiens qui travaillent là-dessus, que maintenir vivace jusqu'à nous le romantisme exalté de Michelet, son grand emportement national, Michelet, pour qui la formule donnait son titre à la leçon « Nul peuple n'a tant aimé ses rois ». Nous avons donc cherché à quoi pouvait se raccrocher cette croyance politique, notamment en comparant de ce point de vue la France et la Castille, et n'avons trouvé en guise de grande machine que le bruit de fond de la machinerie rhétorique des pouvoirs d'État, ronronnant comme ronronnent insidieusement les lieux communs, cette langue appauvrie du politique qui nous gouverne du fait même d'être si vague et si pauvre et promptement disponible à des usages multiples. Et la formule de Michelet, ce n'est pas dans les chapitres médiévaux de son Histoire de France, mais bien dans l'histoire de la Révolution française que nous l'avons trouvée. Barthes a sans doute raison de dire que la fin de l'amour ne pourra jamais se dire amoureusement, mais dans l'ordre du politique, n'est-ce pas l'inverse ? N'est-ce pas depuis l'expérience du désamour que se réinvente l'innocence perdue, disons au sens propre, le fantasme d'un amour politique. On se souvient de la description saisissante que donne Mona Ozouf dans son Varenne du retour piteux du roi à Paris après sa fuite dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. Louis XVI est escorté par ce que Michelet a appelé l'excommunication du silence, qui vaut mise à mort symbolique de la royauté. C'est une entrée royale à l'envers. Mais peut-être est-ce aussi depuis cet envers que les historiens du Moyen-Âge imaginent les entrées royales comme des fêtes ferventes à grands concours de peuples. Oui, c'est ce qu'affirment nos sources, en effet. Mais celles-ci, ces sources, parce qu'elles sont souvent produites par les entrepreneurs d'émotions collectives eux-mêmes, qui font de la relation du rituel une partie du rituel, ces sources s'inscrivent dans un appareil festif qui lui donne sens et suscite par avance des comportements prévisibles, cette fameuse certitude normative de l'amour obligé dont parle Niklas Luhmann, toujours lui, dans son livre traduit en 1992 sous le titre « Amour comme passion » de la codification de l'intimité. Et d'une manière plus générale encore, la toute-puissance de la matrice théologico-politique que j'ai tenté d'une certaine manière d'effleurer cette année, cette toute-puissance que l'on prête assez libéralement aux sociétés du passé, peut aussi être interprétée comme l'ombre projetée de notre propre désenchantement, ou en tout cas de notre certitude sécularisée
de modernes qui prétendent ne plus croire en rien, mais ne savent pas qu'ils sont encore asservis à une croyance, celle qui consiste à se croire émancipés de toute croyance. Si bien qu'en entreprenant de brosser à grands traits une histoire des pouvoirs au regard de l'amour, ce que j'ai proposé de faire dans la seconde partie de ce cours, on a peut-être une fois de plus reconduit cette manière plus ou moins assumée, plus ou moins consciente, de penser le Moyen-Âge à rebours des Lumières. Songeons par exemple, mais ce n'était de loin pas le seul point d'intersection entre nos deux démarches, à ce que Antoine Lilti disait dans son cours de cette année des travaux de l'historienne américaine Lynn Hunt, qui cherche à comprendre dans son livre paru en 2013 sous le titre « L'invention des droits de l'homme », pourquoi la théorie des droits naturels, qui a émergé sur le plan intellectuel à la fin du Moyen-Âge, trouve à s'imposer socialement au XVIIIe siècle. Et elle trouve une réponse dans l'infrapolitique du langage émotionnel, de l'empathie, telle que la littérature sentimentale des Lumières la diffuse largement. Et là, il ne s'agit pas de fictionner l'histoire, mais de considérer, j'y reviendrai à la toute fin, les pouvoirs de la fiction dans la prise en charge de ce que peut l'histoire. Ainsi, dans un de ses livres précédents, traduit en 1995, sous le titre « Le roman familial de la Révolution française », Lynn Hunt, toujours elle, entreprend de raconter les événements révolutionnaires au regard de cette fiction politique qu'est la notion freudienne de roman familial, et l'on y retrouve aussi cet amour de la figure paternelle qui se renverse assez soudainement en désamour. Louis XV était, comme Charles VI, le bien-aimé, mais bientôt, pour Louis XVI, cette figure débonnaire se retourne en son double maléfique, celui du père abusif, qui fait naître à partir de 1791 un désir d'absence des parents chez cette bande de frères que sont désormais les révolutionnaires. Et là encore, se retrouve tout ce que nous avons pu dire de l'aspiration médiévale à la fraternité ou de la prégnance du modèle parental dans la construction de la figure du roi comme père de la loi, comme père du peuple, comme père de la nation. Dans son magnifique article Pro Patria Mori, Mourir pour la patrie dans la pensée politique médiévale, paru en 1951, Ernst Kantorowicz démontre la manière dont l'injonction la plus effrayante de l'histoire des pouvoirs, mourir pour la patrie est le sort le plus beau, se construit par l'élargissement religieux de la notion de patrie, depuis la figure romaine de la toute-puissance du père, pater familias, ayant droit de vie et de mort sur ses fils, le corps mystique de la communauté, appelant l'exaltation du martyr. Sauf que dans les deux corps du roi, Ernst Kantorowicz ne pensait pas la fiction juridique de la mystique d'une double corporéité royale, où, vous savez, le corps mortel du roi se trouve investi dans le corps immortel de la royauté qui lui survit et le transcende. Il ne pensait pas donc ce modèle théologique depuis le point de répulsion du théâtre révolutionnaire. On aurait pu le faire à partir de cette désacralisation à grand spectacle de 1793, mais depuis une autre scène fictionnelle, théâtrale, celle de la destitution du Richard II de Shakespeare, où le souverain, né jumeau avec la grandeur, mais né jumeau aussi avec la nature humaine, cette nature humaine qui le laisse en butte au murmure du premier sot venu, se dépouille, pièce à pièce, des oripeaux de sa puissance, perdant jusqu'au nom de roi. Vous pouvez me destituer de ma gloire et de ma puissance, mais non de mes chagrins, je serai toujours roi de cela. Voilà pourquoi j'avais proposé, lors de ma leçon inaugurale, de mener l'histoire des pouvoirs jusqu'à ce que l'on puisse discerner l'ombre de ces tristes hommes d'après 1560 dont parlait Lucien Febvre. Non pour prétendre y placer une césure, encore moins y déplacer une période, mais seulement pour y voir s'évanouir le vaisseau fantôme, cessant de clignoter du seul fait de l'épuisement de mes compétences. Aussi, est-ce aujourd'hui, au XVIe siècle, que je situerai, presque arbitrairement, la fin de nos histoires. Au XVIe siècle, la fin de l'amour, tel est le titre.
Et pour présider à cette cérémonie des adieux, voici la maîtresse des lieux, celle qui veilla sur cette institution naissante et baptisa de son nom de reine et de protectrice des arts l'amphithéâtre où nous sommes, Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre, fille de Charles d'Orléans et de Louise de Savoie, née à Angoulême en 1492, 2 ans avant son frère François, le futur François Ier, dont elle fut sa vie durant l'ardent soutien et la fidèle protectrice. Cela lui vaut une position importante à la cour, où elle joue de son influence politique, accompagnant le roi lors des grands événements diplomatiques, comme l'entrevue du Drap d'Or avec Charles Quint, ou négociant sa libération après le désastre de Pavie en 1525, enfin du moins au début. Sœur de roi, elle devient reine elle-même par raccro et sur le tard. Lorsqu'à la mort de son mari Charles IV d'Alençon, elle se remarie en 1527 avec Henri II d'Albret, roi de Navarre, avec lequel elle donne naissance à une fille, Jeanne d'Albret, la mère du futur Henri IV. Notre éternelle reconnaissance vous restera, mère aimable de la Renaissance, dont le foyer fut celui de nos saints, dont le giron charmant fut le nid de la liberté, écrit Michelet. Dans un livre paru récemment, et sur lequel je m'appuie désormais, Emily Butterworth, qui enseigne au King's College de Londres et a notamment travaillé sur la notion de scandale dans la littérature française du XVIe siècle, propose une analyse critique de cette construction mémorielle où l'on peine d'ailleurs à démêler la double octorialité de Marguerite de Navarre sur son texte, souverainement littéraire et souverainement reine, stature d'auteur, stature royale. Ainsi, dans la première œuvre d'importance qu'elle écrit, sans doute à la fin de l'année 1524, si l'on en croit les travaux anciens, mais qui font toujours autorité de Pierre Jourda, elle a auparavant composé quelques rondeaux, mais sa première œuvre, c'est bien celle-ci, Dialogue en forme de vision nocturne. Il s'agit d'une poésie de consolation que lui inspire la mort de la reine Claude de France, et de sa fille Charlotte. Le texte ne sera imprimé qu'en 1533, mais il vaut la peine de lire le titre, qui désigne bien effectivement ce que j'appelle la double octorialité, dialogue en forme de vision nocturne entre très noble et excellente princesse Madame Marguerite de France, sœur unique du roi notre sire, par la grâce de Dieu, reine de Navarre, duchesse d'Alençon et Berry, et l'âme sainte de défunte Madame Charlotte de France, fille aînée du dit sieur et nièce de la dite. À seulement le lire, on saisit combien la majesté royale anoblit le chagrin de l'autrice, mais si on entre dans le texte, on comprend que son autorité repose aussi sur son intertextualité et notamment son usage systématique du secret, le secretum de Pétrarque. Reste que, depuis le XIXe siècle au moins, on considère Marguerite de Navarre comme l'un des grands auteurs du XVIe siècle qui en incarnerait toutes les contradictions. Car, et voilà le point crucial, elle est celle qui écrit de manière très pieuse sur l'amour de Dieu et celle qui écrit de façon plutôt leste sur l'amour profane. Elle est à la fois l'autrice du Miroir de l'âme pécheresse et de l'Heptaméron. Voilà l'énigme qu'affrontait Lucien Febvre dans un livre qui va désormais nous servir de guide et qui parut en 1944 chez Gallimard, premier texte chez Gallimard, sous le titre « Autour de l'Heptaméron, amour sacré, amour profane ». Dans cet ordre, on a depuis interverti titre et sous-titre. C'est un livre imprudent, emporté, fiévreux, expérimental à bien des égards, et sans doute sous-étudié aujourd'hui. Il est en tout cas bien moins commenté, à ma connaissance, que le problème de l'incroyance au XVIe siècle, la religion de Rabelais, même s'il procède au fond d'une même inquiétude que l'on pourrait exprimer ainsi, peut-on être déplacé dans son siècle? Ce livre est issu de son enseignement au Collège de France, que documentent ses archives désormais déposées aux Archives nationales.
Leur inventaire n'est pas finalisé, mais Yann Potin m'a permis d'y avoir accès et je l'en remercie. On comprend que depuis 1937, Lucien Febvre donne ses cours sur les auteurs qu'il considère comme anachroniques au XVIe siècle, justement, comme déplacés. Rabelais, et c'est la matière de son livre à venir, Bonaventure des Perriers, Étienne Dollet, ces deux cours sont inédits, et enfin Marguerite de Navarre. Prononcé en 1940-1941, le cours est intitulé « Les origines morales du monde moderne, Marguerite de Navarre ». Et l'inventaire des archives de ces notes de cours montre que, au moins dans sa composition, il est assez proche du chapitrage du livre publié en 1944, mais manifestement achevé en 1941. À la fin de son livre, Febvre évoque les questions de l'homme de 1941, décontenancé par l'homme de 1541. Cet homme de 1941, c'est bien un homme, je veux dire un être masculin, qui fait cours sur une femme. Il recycle d'ailleurs en partie des leçons qu'il avait données à l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres l'année précédente. Ainsi écrit-il à Paul Brodel « Je fabrique de mirifiques leçons pour les filles de Sèvres sur Marguerite de Navarre, pour qui, savez-vous, je me suis pris de passion. Les filles s'en sont aperçues. Elles ont confié à ma femme que c'était fort bien, mais qu'on voyait que ce n'était pas tant pour elles que pour mon plaisir à moi que je parlais de Marguerite. Peut-être ont-elles raison. » La lettre est citée par Nathalie Zemon-Davis dans un article formidable paru en 1992 et traduit en français en 2017 pour la revue Tracé, sous le titre « Les femmes et le monde des annales ». On ne parlait pas encore d'invisibilisation, mais il s'agit bien de cela. L'œuvre de Lucien Febvre a grandement profité de l'aide non rémunérée, on disait alors l'aide dévouée, de sa femme, Suzanne Dogon-Febvre, historienne médiéviste, germaniste, qui faisait des fiches, et de l'historienne et ethnographe Lucie Varga, juive autrichienne réfugiée en France, qui travaille aussi pour lui comme assistante et devient sa maîtresse. Peter Schottler a remis en lumière cette grande figure d'intellectuel, Lucie Varga, et avec elle, l'histoire occultée des grands hommes de l'historiographie, soit, comme le résume avec tact Nathalie Zemon-Davis, des histoires de collaboration enseignant-étudiante, amour adultérin, épouse jalouse, mari obéissant, ça c'est le mari de Lucie Varga, femme abandonnée. Lucie Varga se réfugie dans le midi de la France après l'Exode, affaiblie, privée d'insuline, elle était diabétique, elle meurt en avril 1941 à 36 ans. Lucien Febvre en est affecté et lorsqu'il publie son Amour sacré, amour profane, c'est pourtant avec cette dédicace pour Suzanne Febvre. Et cet exergue, pour le moins ambigu, qu'il emprunte à l'une des dernières poésies de Marguerite de Navarre, « Deux cœurs en un et chacun content ». C'est donc moins la question de l'anachronisme que celle de la duplicité que Marguerite de Navarre pose à Lucien Febvre, ou qu'il pose à travers elle. Une duplicité indissociablement amoureuse et politique, comme le note bien Nathalie Zemon-Davis, car nous sommes en 1941, Marc Bloch est sous le coup du statut des Juifs, et Lucie Varga est juive elle-même, convertie au protestantisme, athée, mais contrainte à l'exil. La situation morale de Lucien Febvre deviendra vite proprement intenable. Voilà pourquoi, à partir de 1942, il se tourne vers Michelet pour y chercher de quoi encourager une vision plus engagée de la libération de la France par l'histoire. Ce sera le cours sur Michelet, inventeur de la Renaissance en 1942, et sur Michelet, créateur de l'histoire de France en 1943, cours dont l'édition a été établie par Brigitte Mazon et Yann Potin. Mais revenons à Marguerite de Navarre. Le livre de Lucien Febvre vaut d'abord par son dispositif. Il est organisé en diptyque, disons. La première partie est consacrée à Marguerite la chrétienne et est consacrée à analyser avec beaucoup de finesse son sentiment religieux, à partir notamment de sa correspondance avec l'évêque de Meaux, Guillaume Brissonnet, donc le cercle de Meaux, ce qu'on appelle les évangéliques. Mais aussi
pour une bonne part, toujours pour la première partie, une étude du miroir de l'âme pécheresse, amour sacré. La deuxième partie est consacrée à Marguerite qui fit l'Heptaméron, c'est-à-dire ce recueil de 67 nouvelles, tantôt graves et tantôt joyeuses, mais qui toutes disent les comédies de l'amour et les aventures du désir, de manière à mettre à nu le cœur humain, amour profane. Et qu'on ne vienne pas me dire, s'énerve Lucien Febvre, qu'il faudrait trancher en période la vie de Marguerite et imaginer une mondaine qui verse dans la religion à la fin de sa vie. Parce que manque de bol, c'est le contraire. Le miroir de l'âme pécheresse est probablement composé entre 1527 et 1529 et l'Heptaméron après 1545. Par conséquent, Lucien Febvre pose les deux panneaux de son diptyque pour accuser l'écart. Il produit sciemment ce qu'il appelle une discordance gênante. Et puis vient un troisième temps, beaucoup plus court, qui est celui de la résolution, mais qui commence par prendre acte de cette impasse herméneutique. Lucien Febvre écrit « Je ne comprends plus ». C'est un bon début. Je veux dire une bonne amorce de résolution. Disons le début de la fin lorsqu'on veut faire de l'histoire. Organiser l'incompréhension. Obscurcir les uns après les autres les fausses évidences. Alors il s'exclame « Soyons historiens ». Ça veut dire, pour Lucien Febvre, ne tuons pas une seconde fois les morts en leur affublant des étiquettes commodes à nos paresses et à nos médiocrités, mais qui sont autant de trahisons. Est-elle luthérienne, est-elle catholique, est-elle évangélique, est-elle gauloise? Ne nous contentons pas de dire « celle-ci est pieuse », et d'ailleurs l'est-elle, celle-là seulement coquine, et oui, il écrit coquine. Soyons historiens, c'est-à-dire, je cite encore, « donnons-nous le spectacle, bien plus émouvant, de leur vie vraie, de leurs passions, qui furent jeunes, de leurs espoirs, qui ne furent point les nôtres. » Au total, et parce qu'il veut sauver, malgré les contes galants de l'Heptaméron, la possibilité du mariage chrétien, allez savoir pourquoi, Lucien Febvre refuse obstinément l'hypothèse de la duplicité. Marguerite de Navarre ne saurait être la bizarre réunion sous un même nom de deux personnages contradictoires. Le mariage perpétuellement voué au divorce de la chrétienne et de la gaillarde. Ça, moralement, c'est impossible. Voici pourquoi il rapproche ultimement le miroir de l'âme pécheresse du miroir des histoires vraies que Marguerite tend à ses contemporains. Et dans leurs reflets affrontés se devine la grande affaire des rapports entre religion et morale. Montaigne l'a écrit, « Il n'y a que vous qui sachez si vous êtes lâche et cruel ou loyal et dévotieux. Les autres ne vous voient point, ils vous devinent par conjectures incertaines. Par conséquent, pour l'auteur des essais, il faut se fier à sa propre sentence et non à celle des autres. Mais lorsqu'il affirme encore « À qui vous fiez-vous de voir ce qui est louable ?», Marguerite de Navarre lui répond encore « On doit se fier non aux hommes, mais à Dieu seul. » Et c'est cela, ultimement, la clé de résolution pour Febvre, de ce qu'il s'est refusé à voir comme une duplicité. Que retenir aujourd'hui de la lecture de Lucien Febvre ? D'abord, sans doute, des effets de contexte qui amènent malgré tout à périodiser, pas à trancher en période, mais à périodiser. Et à périodiser, ça veut dire effectivement à trouver des points de bascule et de bifurcation à partir desquels un autre devenir était possible. 1533 est, de ce point de vue, un bon candidat. Dans un livre paru en 2008, sous le titre « Dieu en ses royaumes », Denis Crouzet entreprend de faire récit de la dynamique même des fixations confessionnelles durant ce que l'on appelle les guerres de religion,
en doublant l'histoire de l'opposition entre papistes et huguenots par celle qui verrait l'affrontement entre hantise eschatologique et tentative de désangoissement. C'est aussi une histoire des grandes occasions manquées, comme celle qui marque le tournant de 1533. À ce moment-là, ceux qu'on appelait les évangéliques tentèrent de casser la spirale ascendante des rêves apocalyptiques soutenus par les catholiques intransigeants. Tandis que se multiplient les almanachs et les prophéties paniques, la pantagruéline pronostication de François Rabelais oppose la figure d'un Dieu paulinien qui est à la fois omnipotent et inscrutable. Mais ce sont secrets du conseil étroit du roi éternel qui, tout ce qui est et qui se fait, modéré à son franc arbitre et bon plaisir. Donc face au monde indéchiffrable, Pantagruel défend un rêve évangélique de dédramatisation par la spiritualisation de l'eschatologie et la défense, au fond, d'une distance intérieure. Or, le miroir de l'âme pécheresse de Marguerite de Navarre adopte le même tournant dans les années 1531-1533 en mettant les cœurs en condition d'attendre dans la charité ce que Dieu a préparé et promis à la part fin à tous ses bons amis. Ce texte est un aveu, celui d'une âme adultère qui s'est éloignée de l'amour de Dieu, le seul véritable, pour un mauvais choisir qui est la recherche de son propre plaisir. Laissez-vous-en, et pour mieux me retraire, de votre amour est pris votre contraire. On voit bien que, de ce point de vue-là, c'est la même, évidemment, Marguerite. Mais ce texte œuvrait à une pacification des imaginaires par cette certitude de l'amour rédempteur du Christ, un amour intériorisé menant à la contemplation indicible de Dieu. Or, la politique religieuse de François Ier est en train de basculer. Le 13 octobre 1533, à Marseille, le roi de France assure le pape Clément VII de sa volonté de châtier les dissidents par une politique de rigueur. Alors, la Sorbonne commence à attaquer le miroir de Marguerite, ainsi que la traduction française de son livre d'heures, où la reine avait retranché quelques prières destinées à la Vierge et aux saints. Il n'en fallait pas plus pour la soupçonner de sympathie luthérienne. Et toujours au cours du mois d'octobre 1533, avaient lieu quelques représentations au Collège de Navarre d'une sotie dite la mégère, dans laquelle la reine de Navarre, sur les conseils d'une mégère, abandonnait aiguille et fuseau pour lire l'Évangile et s'attaquait aux innocents qui étaient les théologiens de la Sorbonne. Donc il y a un moment, Pantagruel, le miroir de l'âme pécheresse, un moment où effectivement il était possible au fond de calmer les imaginaires par justement une mystique de la distance intérieure. Et au total, le miroir de l'âme pécheresse stabilisait, écrit Denis Crouzet, un imaginaire de l'amour contre la prolifération des discours paniques. Mais ceux-ci, dès lors que cette digue évangélique ne les contient plus, vont bientôt affluer, selon une dynamique weberienne bien identifiée. Des prophètes millénaristes prêchent l'amour contre la violence, mais l'instant d'après appelle à la violence. L'ultime violence qui inaugurera dans la pensée apocalyptique l'absence de toute violence. Alors je laisse de côté ici la question de savoir si ces violences paroxystiques au temps des troubles de religion peuvent s'interpréter, ainsi que l'auteur des Guerriers de Dieu l'affirmait déjà en 1990, comme des crimes d'amour. L'hypothèse avait alors heurté certains, et sans doute a-t-on d'autres raisons aujourd'hui de la trouver choquante. On a compris entre-temps, par exemple, combien il était pervers de dire d'un féminicide qu'il était un crime passionnel. Tandis que son auteur en a encore radicalisé l'expression, exacerbée sans doute par l'effet miroir de sa propre influence sur d'autres historiographies qui, s'agissant de massacres, adoptent une manière similaire de phraser l'histoire. Ainsi,
Dans un article publié en 2017 dans la revue Sensibilité, intitulé « Théâtre de la cruauté », Denis Crouzet affirme que Dieu exige de ses dévots une haine d'amour, une haine d'amour, une haine synchrone d'un amour débordant, les amenant à cette sorte de transe sacrée par laquelle on massacre à Paris. Je cite encore, « La haine des tueurs de Dieu est ainsi amour. Aimer Dieu, c'est tuer, massacrer, au plus inhumain d'une vengeance divine. » Je préfère, vous le comprenez, me situer en deçà de ce monde-là, en nommant, avec Denis Crouzet d'ailleurs, Marguerite de Navarre, ce moment d'un autre devenir possible dans les années 1530. Ce qui est aussi l'occasion de défendre une histoire qui ne cherche pas systématiquement à enflammer les imaginaires. Et c'est pourquoi aussi j'ai cherché, durant toute cette année, à mettre à distance à la fois la mystique religieuse de l'anéantissement de l'âme dans l'amour divin, il fallait pour cela jeter un peu de trouble dans la caritas, afin de ne pas se laisser subjuguer par cette fausse totalité, et la mystique politique d'un amour mortifère, dont l'Occident serait pour Denis de Rougemont le vénéneux foyer. Il fallait dans ce cas en rabattre un peu sur la fascination sociale qu'exerce encore la noblesse des sentiments de ces guerriers du désir amoureux. Or, dans un cas comme dans l'autre, lorsqu'il s'agissait d'entrer dans le foisonnement des gloses du Cantique des Cantiques, dans la mêlée embrouillée du désir et de la mort dans Tristan et Iseut, dans les équivoques de la chair et de l'esprit, dans la correspondance d'Héloïse et Abélard, dans le grand chant courtois des troubadours, lorsqu'il s'agissait de même de percer l'implicite des chroniques royales ou des aspirations communales au bien public, lorsqu'on cherchait dans le folklore des Valentines ou l'obscénité des fabliaux une voie d'accès vers des formes partagées de communauté émotionnelle, dans tous ces cas donc, c'est sans doute en prêtant une attention particulière au régime même de narrativité de nos sources, et aussi d'ailleurs, vous l'avez remarqué, des textes historiographiques qui en font l'analyse, que l'on approchait de plus près, me semble-t-il, les politiques de l'amour. Et voilà pourquoi, c'est une fois encore, dans la forme même de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, je veux dire, dans sa manière d'y conjoindre les récits, que se trouve peut-être l'issue toute politique pour qui veut échapper à ces grandes machineries de sens que fabrique le pouvoir, avec des catégories à majuscules, l'amour sacré, l'amour profane. On peut leur opposer ce que Louis Marin, dans Le récit est un piège, appelle le narrateur léger et habile, celui qui œuvre à de brèves machinations, ainsi que La Fontaine appelait ses fables, celui qui, je cite Louis Marin, conte au pouvoir la façon dont le pouvoir se raconte et du même coup le piégera à son propre piège par le plaisir que le pouvoir y prend. Tout part de cette tristesse du déjà dit dont Jacqueline Cerchiglini-Toulet a magnifiquement montré qu'elle engourdissait les poètes du XIVe siècle. Le roman de la Rose avait pourtant renouvelé les lettres d'une matière bonne et neuve, il lit-on. Seulement voilà, le champ s'est fané, sans donner tous les bons fruits qu'il avait promis. Et c'est dans cette mélancolie, ainsi que l'a montré Nelly Labert dans sa thèse sur la nouvelle, que fleurit ce genre, le genre de la nouvelle, dont nous avons abondamment parlé dans le cours de 2018 sur Nouvelles de la tyrannie. Voici par exemple Froissart. Il écrit « Le joli buisson de jeunesse, il s'y ennuie ferme. Que pourrais-je dire de nouveau ?» écrit-il. Mais justement, Froissart est ce poète courtois qui s'est fait chroniqueur, parce que l'histoire fournit désormais cette matière nouvelle à la littérature, par la nouveauté de sa forme, mais aussi par l'énergie propre de sa temporalité. La nouvelle
est donc ce jeune plan qui renouvelle le champ de la littérature en partageant un quadruple impératif de vérité, d'exemplarité, d'oralité et d'actualité. Car ce n'est pas un accident de langue si le terme « nouvelle » recouvre en français le sens commun d'information et le sens littéraire, emprunté à l'italien, de forme brève de narration. Il faut donc écrire ce qui est advenu, ce qui vient d'arriver, ce que l'on connaît de fraîche mémoire, afin de mettre le derrière devant, et bien entendu alors que la novellistica a d'emblée à voir avec l'obscène. Là intervient la révolution narrative de Boccace dans le Décaméron. C'est évidemment à lui que Marguerite de Navarre fait explicitement référence dans le prologue de son Heptaméron. Elle avait commandé à son secrétaire Antoine Le Maçon une nouvelle traduction de Boccace, publiée en 1545. Boccace est pour la première fois traduit en français par Laurent, le premier fait en 1414. Mais cette nouvelle traduction, curiale, lui est, à elle, dédiée. En réalité, elle n'emprunte à Boccace que la forme du récit cadre, c'est-à-dire la situation de parole, et par conséquent le pacte de lecture, c'est le même, dit de Visan, sauf que chez Boccace c'est 7 femmes et 3 hommes, et chez Marguerite de Navarre 5 femmes, 5 hommes, dit de Visan, qui vont se raconter des histoires pendant 10 jours, donc 100 nouvelles normalement, mais elle ne les écrira pas toutes. Lorsqu'il s'agit dans le prologue de fixer les règles du jeu, celle qui, la maîtresse des cérémonies, le fait depuis Boccace. C'est Parlamente qui parle, une des 5 femmes, qui est une des conteuses dont on dit qu'effectivement elle porte le plus souvent la voix de Marguerite de Navarre, ce qui est douteux pour moi, mais enfin bon, bref, c'est plutôt ce que dit la critique littéraire. Parlamente dit « Je crois qu'il n'y a nul de vous qui n'ait lu les 100 nouvelles de Boccace, nouvellement traduites d'italien en François, que le roi François, premier de son nom, Monseigneur le Dauphin, Madame la Dauphine, Madame Marguerite, font tant de cas que si Boccace, du nom où il était, du lieu où il était, les eût pu ouïr, il devait ressusciter à la louange de telle personne. » Donc, référence faite à une culture partagée, je pense que tout le monde a lu Boccace, et d'une actualité littéraire. Et vous l'avez lu dans la toute dernière traduction, celle que j'ai fait commander cette année. Tout ça noue évidemment un projet politique de renaissance, au sens propre. La cour des grands, par ses louanges, ressuscite un auteur du passé qui, du lieu où il est, peut renaître, ressusciter, et écrit tel. Les membres de cette petite communauté choisie, pratiquant la textualité de groupe, délibèrent donc, je cite, d'en faire autant, sinon en une chose différente de Boccace, c'est de n'écrire nulle nouvelle qui ne soit véritable histoire. Et c'est là évidemment que l'exigence de vérité pointe. Et on peut estimer, effectivement, en tout cas c'est ce qu'on estime, que les histoires qui sont racontées dans l'Heptaméron sont des histoires qui circulent dans la cour, disons récemment. Et de fait, on ne trouve guère de remploi narratif dans l'Heptaméron, sinon une seule, une sur 67, la réécriture d'un court roman anonyme du XIIIe siècle, La Châtelaine de Vergy, texte tragique qui est un texte du passage à la limite de l'amour courtois. Un chevalier amoureux d'une dame qui lui impose le secret, se trouve pris en étau entre la fidélité à sa promesse amoureuse et la loyauté à son seigneur.
Normalement, ça n'arrive jamais dans la figure courtoise. Par définition, on doit effectivement anoblir les sentiments et renforcer la fidélité. Mais là, il a promis le secret à la dame, enfin la châtelaine. La châtelaine, effectivement, évidemment, ne dit rien, mais la femme du comte, le duc de Bourgogne, qui est également amoureuse du chevalier, dévoile le poteau rose, et ça se passe très mal. Le cœur de l'amoureuse se brise, le chevalier se suicide, son seigneur exécute sa femme jalouse et part en Terre Sainte. Du point de vue de la... ce qui est intéressant, c'est que alors que normalement, cette novellistica est pleine de réécriture, c'est la seule intertextualité connue de l'Heptaméron. Tout le reste est inédit, si j'ose dire. Du point de vue de la structure même de la conversation conteuse, Marguerite de Navarre doit d'ailleurs moins à Boccace qu'à ce qui l'a fait naître dans la littérature. Ce grand mouvement de la novellistica, et notamment en langue française, les 100 nouvelles, qui est un recueil anonyme que l'on date généralement de 1462 et qui fut commandé par Philippe le Bon, et qui ressortent très clairement des révoltes de l'obscène dont on a parlé, même si nous savons aussi désormais que leur obsession pour les morceaux bas ne doit pas être interprétée comme une concession à la culture populaire bactinienne, puisqu'on la trouve, par exemple, nettement exprimée dans le De Amore d'André Le Chapelain. En tout cas, insister, comme on doit le faire aujourd'hui, sur le rapport entre Marguerite de Navarre et le recueil bourguignon, c'est désenchanter un peu le grand récit de la Renaissance française, où une femme relève gaillardement la tradition de Boccace, mais c'est rendre mieux compte de la dissémination de l'art des conteurs de la novellistica, hors du cadre générique strictement dit boccacien, ne serait-ce que chez Rabelais, par exemple. On ne parle que d'amour dans l'Heptaméron. On ne parle que d'amour pour en rire et pour en pleurer. On en parle pour confesser nos faiblesses, dit l'une des conteuses, face à ce mal d'amour que la théologie médiévale n'envisageait pas comme une émotion, mais bien, ainsi qu'on l'a vu ensemble, comme la phénoménologie d'un vécu de conscience qui contient toutes les émotions ou qui ne les contient plus et les laisse déborder. Alors, dit Hircan, les 10 devisants sont là, qui pleurent leurs péchés et rient leur plaisir, tout ensemble. Tout ensemble, et tous ensemble, même si la guerre des sexes s'y déclare rapidement, car le plus original de l'œuvre est dans ce que l'on appelle le devis, c'est-à-dire la suite des histoires, où une fois quelqu'un demande à quelqu'un de raconter une histoire, il la raconte, et ensuite tous les autres en parlent, en discutent, et s'en disputent aussi, critiquent, reprennent, argumentent, et mettent en doute. Et d'une journée l'autre, cette scène de parole s'anime, les rôles se distribuent, les inimitiés, les rivalités, les alliances, les séductions se font, se défont. On y retrouve la diversité des points de vue, et c'est là d'ailleurs que Marguerite de Navarre y place la plupart de ses citations cachées du miroir de l'âme pécheresse. Donc c'est là où, d'une certaine manière, une voix morale également se fait entendre. Ainsi, dans cette scène poignante, à la 62e nouvelle, où la narratrice, lit-on, se déclara par mégarde. Longarine raconte une histoire dont une de ses amies fut la victime. L'histoire d'une belle dévote, dans le lit de laquelle un chevalier se glissa tout armé. Bref, une histoire de viol. En la racontant, elle termine par cette chute. « Jamais femme ne fut si étonnée que moi quand je me trouvais toute nue. » Moi ? Quelle sotte, disent les autres, impitoyables. Elle s'est déclarée. Ah, ce que je vois, vous en pouvez bien raconter l'histoire. La conteuse répond. Je vous assure, mesdames, que si elle eut, elle revient où elle, si elle eut grand déplaisir à faire un tel acte, elle en eût voulu avoir perdu la mémoire. Et l'historien est là, qui rôde, trop content sans doute qu'une femme puisse ici se déclarer par mégarde, car c'est alors un éclat de vie qui perce la surface du texte, éclat blessant qui porte au jour une violence enfouie,
une aubaine, en somme, quelque chose qui advient et qu'on n'aurait pas dû savoir, mais dont on doit aussi prendre garde de rappeler qu'elle en eût voulu avoir perdu la mémoire. Car au total, qu'avons-nous fait cette année en allant voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû aller voir? Comment caractériser la démarche que j'adoptais durant ces semaines où je peinais parfois à délimiter cet objet d'histoire incertain, parfois même évanescent? S'agissait-il d'histoire des émotions, des cultures politiques, des sensibilités? Lucien Febvre dirait « peu importe les étiquettes », même si je tâchais souvent, mais je ne suis pas certain d'y être parvenu, de ne pas lâcher la proie pour l'ombre, la proie étant ce gibier de l'ogre historien, impitoyable, pour qui il n'y a d'histoire que sociale, et l'ombre étant ce qui reste de cette ambition sur le mur des idées. Et il me semble que la nouvelle histoire des émotions ne parvient pas toujours, me semble-t-il, à échapper à ce travers d'une histoire intellectuelle des doctrines de l'émotion. Il suffit de relire le texte programmatique de Lucien Febvre qu'elle se donne aujourd'hui comme étendard. La sensibilité et l'histoire, comment reconstituer la vie affective d'autrefois. Il est paru dans les Annales en juin 1941, soit au moment où il prononçait ses cours sur Marguerite de Navarre. « Nous n'avons pas d'histoire de l'amour, qu'on y pense », écrit-il. Et puis, feignant de se donner la contradiction, il contrefait la parole d'un historien positiviste, adepte de l'histoire véritable, celle des circonstances de l'affaire Pritchard, écrit-il, qui s'exclame « Mais l'histoire de la haine, l'histoire de la peur, l'histoire de la cruauté, l'histoire de l'amour, laissez-nous de grâce avec ces fades littératures. » Je pense que quand il mime l'adversaire, Lucien Febvre se jette des secrets défis. De fade littérature, eh bien oui, on peut parfois le craindre. Voilà pourquoi je cherche aussi mes références dans des modèles apparemment plus surannés, mais parfois plus énergiques. Ainsi, ce que j'ai fait s'apparenterait peut-être à ce que l'on appelait, dans le premier tiers du XIXe siècle, l'histoire des mœurs, celle qui s'est laissée effacer par la philologie. On en a raconté l'histoire à partir du livre de Zringhasta Uljac. Comme les poètes du XIVe siècle, Stendhal pensait en 1825 que l'art de faire des romans est presque devenu lettre morte, alors que la partie la plus brillante de la littérature d'aujourd'hui, c'est incontestablement sa branche historique, je le cite. C'est que la Révolution française, pour lui, était littérairement à venir. On n'en avait d'une certaine manière pas encore tenu les promesses. Et c'est bien cette ardeur à précipiter les temps nouveaux qui pousse Stendhal aux lisières de l'histoire et de la littérature, en ce front pionnier qu'il nomme, avec d'autres écrivains de son temps, la peinture des mœurs, oubliée par tant d'historiens, dira Balzac dans l'avant-propos de la Comédie humaine. La peinture des mœurs permet de défataliser le cours du temps, ce qui reste pour moi le programme de toute histoire des pouvoirs, ouverte au possible des expériences politiques et trouvant son lieu dans l'écart entre le pensable et le possible. C'est ainsi ce que Balzac écrit dans son roman inachevé « Les paysans ». Je le cite, c'est quand même une phrase assez extraordinaire. « L'historien des mœurs obéit à des lois plus dures que celles qui régissent l'historien des faits. Il doit rendre tout probable, même le vrai, tandis que dans l'histoire proprement dite, l'impossible est justifié par la raison qu'il est advenu. » Alors, comment prendre congé désormais? J'en ai fini. Lorsque Marguerite de Navarre meurt à 57 ans, dans son château d'Odos en Bigorre, en Béarn, le 21 décembre 1549, c'est le poète Nicolas Denisot qui prend l'initiative de lui composer, avec quelques amis, un tombeau littéraire. Et ce, en 2 temps. D'abord, il rassemble 16 auteurs qui rendent gloire en latin à la protectrice des lettres. Ce premier volume paraît en juin 1550. Mais pourquoi les jeunes auteurs de ce que l'on n'appelle pas encore la Pléiade? Le nom sera donné en 1553 par Ronsard
Et on parle alors de la brigade pour désigner le groupe de poètes qui font de la défense de la langue française leur cheval de bataille. Pourquoi ces poètes se sont-ils abstenus d'y écrire? Pourquoi leur silence? C'est le reproche que leur adresse le poète et théologien Charles de Saint-Marthe, qui avait par ailleurs composé et publié l'éloge funèbre de la reine de Navarre, donné à admirer et à imiter au miroir de ses vertus. Ils réagissent donc et rejoignent le deuxième tombeau, qui paraît à la fin du mois de mars 1551 et qui vaut à la fois amplification et réparation. La thématique funéraire chrétienne y est toujours présente, mais les textes, désormais rédigés en grec, en italien et en français, pas toujours en latin, mais aussi en grec, en italien et en français, abordent d'abord la question de la postérité littéraire. Le chef de file de cette brigade n'est sans doute pas celui dont on se souvient le plus aujourd'hui, c'est le poète et helléniste Jean Dorat, qui sera élu en 1560 professeur de grec au Collège des lecteurs royaux. Mais un tombeau littéraire, c'est, comme tout enterrement, l'occasion de se rassembler en se rapprochant chacun à tour de rôle de la gloire dont on se dispute l'héritage. Et à ce jeu de rivalité poétique, l'élève de Jean Dorat, Joachim du Bellay, qui a déjà à ce moment-là signé le manifeste collectif Défense et illustration de la langue française, 1549, c'est lui qui semble le mieux placé. Sauf que son éloge, intitulé Les deux Marguerites, cite déjà les motifs poétiques de l'ode pastorale composée par le Vendômois Pierre de Ronsard, aux cendres de Marguerite, qui donne le ton de l'ensemble, en s'éloignant à la fois de l'exhortation chrétienne et des grandes odes pindariques. Donc du Bellay semble déjà consentir par avance à la domination qui sera celle de Ronsard, dont on sait alors qu'il compose, il n'a pas fini, il terminera l'année d'après, en tout cas le premier livre, un recueil intitulé « Les amours ». Les amours. Qui renforcera ma voix et qui fera que je vole jusqu'au ciel à cette fois sur l'aile de ma parole? C'est ainsi que débute l'hymne triomphal de Ronsard à Marguerite de Navarre dans le second recueil de son tombeau littéraire en 1551. Ronsard y pose donc littéralement sa voix. Il y a là, d'évidence, un passage de témoin. Et la parution en 1552 du premier livre de ses amours donne une nouvelle direction à la poésie amoureuse française, qui est désormais le grand chant de l'amoureux transi, puisant à deux sources italiennes. La première, c'est le canzoniere, puisque les éditeurs italiens désignent ainsi, mais depuis 1516 seulement, les poèmes que Pétrarque consacra à l'or, qui fut emporté par la peste le 6 avril 1348. Et si Ronsard fut considéré comme le Pétrarque français, c'est parce qu'il s'éloigna du pétrarchisme de ses contemporains. On pense notamment à Maurice Sèvres, l'auteur de la Délie et le découvreur de la tombe de l'or en Avignon en 1533, justement. Il s'éloigne des pétrarchistes pour se rapprocher du texte de Pétrarque lui-même, rendu disponible par la traduction française de Vasquin-Filleul en 1548. Tout ça, c'est dans les mêmes années, qui, contrairement aux premières traductions de Clément Marot, traduisent tous les sonnets. Et la seconde source, également italienne, est celle du néoplatonisme de Marcille-Ficin, qui connaît une vogue importante sous le règne de François Ier et qui est évidente dans ce quatrain des Amours de Ronsard, quand en songeant ma folâtre j'accole, laissant mes flancs sur les siens s'allonger, et que d'un branle habilement léger, en sa moitié, ma moitié, je recolle. Sans doute retrouve-t-on dans cette poétique ronsardienne de la primitive androgynie une physiologie de l'amour où le doux venin de la blessure du regard provoque la même mélancolie que celle dont les poètes médiévaux étaient affectés. Sans doute y reconnaît-on également les déchirures que provoque la fureur amoureuse dans l'aspiration aux amours célestes. Ainsi, dans le sonnet 167, « Je veux brûler pour m'envoler aux cieux tout l'imparfait de cette écorce humaine ».
Et l'érotique des blasons donnera bientôt un autre sens plus sensuel à cette brûlure. Mais il n'est pas question pour moi de m'improviser ici commentateur littéraire de cette poésie poignante, si énergique, lorsque, ainsi que le remarquait Roland Barthes dans ses fragments du discours amoureux, elle parcourt tout le spectre qui mène de la douceur des commencements qui nous oblige toujours à bégayer nos propres attendrissements, quand je fus pris au doux commencement d'une douceur si doucettement douce, à cette longue traîne d'embarras, de détresse, de souffrance, de ressentiment qui fait la suite de l'amour. Qu'il me soit seulement permis de souligner une chose, et une chose seulement. Si Pierre de Ronsard donne le ton de toute la littérature depuis la seconde moitié du XVIe siècle, c'est parce qu'il a écrit les amours. Le poète est un Narcisse qui se perd dans le ravissement de la multiplicité. Le voilà tour à tour séduit, étourdi, perdu, éperdu par la diffraction du visage de l'aimé et bientôt de tout son corps blasonné. 1000 femmes fragmentées et 1000 fragments du discours amoureux, vertige jusqu'à l'obsession, les songer, penser et repenser, songer, penser et repenser encore. Et tout cela ne trouvant sa résolution provisoire que dans l'érotisation d'une relation triangulaire entre le poète transi, son lecteur émoustillé et la femme multipliée. Dès lors, les poètes des amours échangeront leurs masques dans un vertige où néon rime trop souvent sous la plume de Ronsard avec béon. Et les femmes y prendront leur part, toute leur part. Entre 1488 et 1574, on a identifié 71 autrices publiées. La plus célèbre, la seule qui ait accédé à la postérité scolaire, c'est évidemment Louise Labbé, la belle cordière de Lyon. Et ce n'est sans doute pas un hasard si c'est d'une femme dont on s'est mis récemment à douter de l'existence, la traitant de créature de papier, au motif que les identités littéraires se brouillaient à ce moment-là dans des créations collectives, même si, en l'espèce, l'histoire et ses méthodes, l'histoire véritable, c'est pas mal, des fois, celle, par exemple, des privilèges royaux à Lyon, peut opposer des arguments à la joie mauvaise exprimée par certains au moment où ils ont cru pouvoir s'exclamer « Exit Louise Labbé », c'est une citation, vous verrez, vous cherchez de qui, en lui montrant le chemin de la sortie de la postérité littéraire. Sur tout cela, je vous renvoie à un excellent article de Élise Reichenbach sur le site de La Vie des Idées, l'affaire Louise Labbé. Mais je vous renvoie surtout à son extraordinaire débat de folie et d'amour, qui date lui aussi de 1555, où s'affrontent toutes les voies déviantes sur la vérité du sentiment amoureux, y compris celle du plaisir féminin, où amour inconstamment me mène. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure, la vie m'est trop molle et trop dure, j'ai grand ennui entremêlé de joie. Si le plaisir est la règle désormais, c'est parce que, sous le signe du multiple, la passion, se dévorant elle-même, ne reste plus que l'exil de soi où toute identité vacille. Les amours, donc, marquant d'une certaine manière la fin de l'amour, si on entendait par là cette chose conçue, affirmée, vécue selon l'éternité, et dont la véhémence est telle qu'elle ne peut sans danger fonder un ordre politique. Il suffisait en somme de déplacer le pluriel. Voilà où je vous laisse, dans le passage entre les politiques de l'amour et la poétique des amours. Merci et à très bientôt.